Un chiot naît dans le village Hadzabe. Avant même d'ouvrir les yeux, son destin est déjà tracé. Il ne sera pas un animal de compagnie. Il n'aura ni collier ni maison confortable. Dans quelques mois, ce chien devra regarder dans les yeux d'un léopard affamé et ne pas fuir. Il devra aboyer contre un lion mâle de 200 kilos et maintenir sa position. C'est ainsi depuis plus de 50 000 ans. C'est ainsi que les derniers chasseurs-cueilleurs d'Afrique élèvent leurs chiens. Si vous êtes passionné par les animaux sauvages et les vrais documentaires, ne quittez pas cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin, abonnez-vous maintenant à la chaîne et commentez d'où vous regardez. La Tanzanie abrite de nombreux peuples, mais aucun comme les Hadzabe. Cette tribu d'environ 1200 personnes vit à proximité du lac Eyasi, dans une région où la savane rencontre des forêts d'acacias et où le terrain rocheux crée des vallées profondes. Ils ne cultivent pas la terre, ils n'élèvent pas de bétail. Ils n'ont pas construit de ville ni développé de système d'écriture. Et pourtant, ils ont survécu à tout ce que l'histoire a jeté contre eux. Des empires sont nés et sont tombés autour d'eux. Des colonisateurs sont arrivés avec des armes à feu. Le monde moderne a progressé avec des routes et de la technologie. Les Hadzabe ont continué à chasser de la même manière que leurs ancêtres le faisaient lorsque les premiers humains marchaient en Afrique. Pensez à leur situation. Vous vous réveillez avant le lever du soleil. Il n'y a pas de réfrigérateur avec de la nourriture qui attend. Il n'y a pas de marché au coin de la rue. Si vous ne chassez pas aujourd'hui, vous ne mangez pas. C'est aussi simple que cela. Et la savane africaine ne pardonne pas les erreurs. Un sanglier peut vous déchirer le ventre avec ses défenses. Un serpent peut empoisonner votre sang en quelques secondes. Un léopard peut attaquer sans avertissement du haut d'un arbre. C'est dans cet environnement que les Hadzabe doivent trouver des protéines pour nourrir leur famille. Et c'est pourquoi ils ont développé une alliance qui défie la logique commune sur la relation entre les humains et les chiens. Le territoire occupé par les Hadzabe couvre environ 4000 km². Pour avoir une idée, cela équivaut à plus de 2 fois la taille de la ville de São Paulo. Dans cette immensité de savanes, de rochers et de forêts sèches, la tribu se divise en petits groupes de 20 à 30 personnes qui se déplacent constamment en suivant la disponibilité du gibier et de l'eau. Chaque groupe maintient entre 5 et 8 chiens adultes entraînés pour la chasse, en plus de chiots à différents stades de développement. Les chiens des Hadzabe n'appartiennent à aucune race reconnue par les associations canines internationales. Ce sont des animaux de taille moyenne, pesant généralement entre 15 et 25 kilos, avec un pelage court qui varie du jaune au brun foncé. Leurs oreilles sont dressées, toujours alertes. Leurs corps sont maigres, presque squelettiques pour des yeux occidentaux habitués à des chiens bien nourris. Mais cette apparence est trompeuse. Sous cette peau tendue existe une musculature dense, construite par des générations de sélection naturelle implacables. Génétiquement, ces animaux descendent de lignées africaines anciennes qui n'ont jamais été croisées avec des races européennes ou asiatiques. Des études récentes sur l'ADN canin ont identifié que les chiens des Hadzabe conservent des caractéristiques génétiques qui ont disparu dans pratiquement toutes les autres populations canines du monde. Ce sont des fossiles vivants, des représentants d'une époque où la relation entre les humains et les chiens commençait à peine à se former. Lorsqu'une femelle de la tribu met bas, les chiots font face à leur premier test de survie immédiatement. Il n'y a pas d'incubateur, il n'y a pas de vétérinaire de garde. La mère s'occupe de la porter sur le sol de la savane, exposée à la chaleur du jour qui peut dépasser 40 degrés, et au froid de la nuit qui tombe fréquemment en dessous de 10 degrés. Sur les 6 ou 7 chiots qui naissent en moyenne, seuls 3 ou 4 atteignent l'âge adulte. Les plus faibles ne résistent tout simplement pas. Cela semble cruel pour les sensibilités modernes, mais les Hadzabe comprennent quelque chose de fondamental. Un chien qui ne survit pas au premier mois ne survivrait jamais à une rencontre avec un léopard. À partir de la 3e semaine de vie, quand les chiots commencent à voir et à marcher, la tribu entame un processus d'observation minutieuse. Les chasseurs les plus expérimentés visitent la portée quotidiennement, généralement à l'aube et au crépuscule. Ils observent quels chiots se nourrissent en premier, lesquels se disputent l'espace avec leurs frères, lesquels réagissent au bruit soudain, lesquels font preuve de curiosité au lieu de peur lorsqu'un humain s'approche. Ces observations apparemment simples portent des décennies de sagesse accumulée. Les Hadzabe savent exactement quoi chercher. Un chiot qui recule lorsqu'il entend un bruit fort va probablement fuir lorsqu'un lion rugira. Cet animal peut être utile pour d'autres fonctions,
peut-être comme compagnon pour les enfants ou les personnes âgées, mais il ne sera jamais un chien de chasse. En revanche, le chiot qui dresse les oreilles, penche la tête et marche vers le son démontre le tempérament nécessaire. La curiosité l'emporte sur la peur. L'investigation l'emporte sur la fuite. Ce sont les traits que les Hadzabe recherchent dès le premier mois de vie. Comment est-il possible de prédire le comportement d'un chien adulte en observant un chiot de quelques semaines? La réponse réside dans l'expérience accumulée par des centaines de générations. Les Hadzabe ne possèdent pas de registres écrits, mais ils portent dans leur mémoire collective des schémas comportementaux qui ont été testés et confirmés au fil de milliers d'années. Quand un ancien dit qu'un certain chiot sera un bon chasseur, cette prédiction ne vient pas du hasard. Elle vient d'observations identiques, faites par son père, son grand-père, son arrière-grand-père, dans une chaîne ininterrompue qui remonte à la préhistoire. Les anciens de la tribu, hommes et femmes qui ont déjà vu plus de 60 saisons des pluies, sont les gardiens de cette connaissance. Ils se souviennent de chiens spécifiques qui vivaient il y a 40 ans. Ils se souviennent des caractéristiques des parents et des grands-parents de ce chiot qui est évalué maintenant. Cette mémoire généalogique canine permet des prédictions étonnamment précises sur le potentiel de chaque animal. Il existe un processus que les Hadzabe appellent la lecture du chiot. Un ancien expérimenté tient le jeune animal dans ses mains, observe ses yeux, sent la tension de ses muscles, analyse comment il réagit au toucher humain. Cet examen ne dure que quelques minutes, mais il condense des décennies d'observation en un diagnostic rapide. L'ancien déclare ensuite ses conclusions au groupe. Celui-ci sera un chef de meute, celui-là sera un pisteur exceptionnel, l'autre servira mieux comme gardien de campement. Combien de fois ces prédictions sont-elles correctes? Les Hadzabe eux-mêmes estiment qu'ils ont raison dans environ 8 cas sur 10. Un taux de réussite impressionnant quand on considère qu'ils prédisent des comportements qui ne se manifesteront complètement que plus d'un an plus tard. Vers le deuxième mois, les chiots sélectionnés commencent à accompagner les chasseurs lors de courtes expéditions. Ils ne participent pas encore à la chasse. Ils sont trop jeunes, trop inexpérimentés, trop petits. Mais ils marchent avec le groupe, absorbant des informations à travers tous leurs sens. Ils sentent l'odeur des proies. Ils entendent les ordres que les humains donnent aux chiens adultes. Ils observent comment les animaux plus âgés se positionnent, comment ils réagissent à différentes situations, comment ils communiquent entre eux par des aboiements spécifiques. Les courtes expéditions durent entre 3 et 4 heures. Les chiots marchent environ 8 km, assez pour développer une endurance physique sans les épuiser complètement. Les chasseurs prêtent une attention particulière au comportement des jeunes lors de ces sorties. Certains chiots font preuve d'un enthousiasme excessif, courant devant le groupe et effrayant les proies potentielles. D'autres restent en arrière, incapables de maintenir le rythme. Les meilleurs candidats maintiennent leur position au milieu du groupe, attentifs mais contrôlés. Cette phase d'observation dure environ 4 mois. Pendant cette période, le chiot ne reçoit aucun entraînement formel au sens occidental du terme. Il n'y a pas de récompense avec des friandises. Il n'y a pas de punition physique. Ce qui existe, c'est une immersion totale dans une culture de chasse. Le chiot mange ce que la tribu mange, dort là où la tribu dort, se réveille quand la tribu se réveille. Cette intégration complète crée un lien qui va bien au-delà de la relation entre un maître et son animal de compagnie. Le chien devient un membre de la tribu. Considérez la différence avec les méthodes modernes de dressage. En Occident, les chiens sont entraînés lors de sessions de 15 à 30 minutes, quelques fois par semaine. Ils reçoivent des ordres spécifiques, exécutent des tâches, gagnent des récompenses. Le processus est efficace pour créer des animaux obéissants qui s'assoient, se couchent et donnent la patte. Mais ce serait complètement inutile pour créer un chien capable d'affronter un prédateur qui peut le tuer d'un seul coup de patte. Les Hadzabe ont compris il y a des millénaires que le courage ne s'enseigne pas lors de sessions d'entraînement. Le courage se construit à travers l'exposition graduelle au danger, le développement d'une confiance absolue dans le groupe, l'élimination systématique de la peur par la familiarité. Un chien qui a grandi en entendant les rugissements des lions au loin ne panique pas lorsqu'il entend ce son de près. Un chien qui a vu des chasseurs adultes revenir victorieux de rencontres avec des prédateurs croit que la victoire est possible. Entre le 6e et le 8e mois de vie, les jeunes chiens participent à leur première vraie chasse. Généralement, la cible initiale est constituée de petites proies, des dik-dik
qui sont des antilopes minuscules pesant seulement 5 kg et mesurant environ 40 cm de haut, ou des porcs épics, dont les piquants allant jusqu'à 30 cm, représentent un danger significatif, mais non mortel. Ces chasses servent d'entraînement pratique. Le chien apprend à suivre des traces, à travailler en coordination avec d'autres animaux, à répondre aux signaux des humains, à attaquer au bon moment et à reculer si nécessaire. Les porcs épics sont particulièrement importants dans l'entraînement car ils enseignent une leçon cruciale. Avancer n'est pas toujours la meilleure stratégie. Un chien qui attaque un porc épic de face recevra des piquants dans le museau. La douleur est intense et mémorable. Après cette expérience, l'animal apprend à contourner, à chercher des angles d'attaque plus sûrs, à respecter les défenses naturelles. Cette leçon s'appliquera directement lorsque le chien affrontera des prédateurs plus grands. Les premières chasses sont rarement couronnées de succès. Le jeune chien commet des erreurs. Il avance trop tôt, effrayant la proie. Ou il hésite au moment crucial, permettant à l'animal de s'échapper. Les Hadzabe ne punissent pas ces erreurs. Ils continuent simplement à chasser, jour après jour, permettant à l'expérience de faire son travail. Un chien qui échoue 20 fois apprend plus qu'un chien qui n'a jamais eu la chance d'échouer. Vers la première année de vie, les chiens qui ont survécu à ce processus intense sont prêts à affronter des proies plus grandes. Des sangliers sauvages qui peuvent peser jusqu'à 100 kg et possèdent des défenses acérées de plus de 15 cm capables de causer des blessures graves. Des babouins qui vivent en groupe allant jusqu'à 80 individus et attaquent de manière coordonnée lorsqu'ils sont menacés. Des hyènes qui rivalisent pour les mêmes ressources alimentaires et n'hésitent pas à tuer les chiens qu'elles trouvent seuls. Chaque rencontre avec ces espèces ajoute une couche d'expérience. Le chien apprend que les sangliers attaquent en ligne droite et peuvent être évités par des mouvements latéraux. Il apprend que les babouins sont plus dangereux lorsqu'ils sont acculés et que maintenir une distance est essentiel. Il apprend que les hyènes sont lâches lorsqu'elles sont confrontées à des groupes et agressives lorsqu'elles perçoivent un avantage numérique. Cette connaissance pratique, impossible à transmettre par un entraînement conventionnel, s'accumule jusqu'à ce que l'animal soit prêt pour le test final. La période entre la première et la deuxième année de vie est critique. C'est à ce moment que la plupart des décès canins surviennent. Des chiens jeunes, trop confiants après des succès initiaux, commettent des erreurs fatales. Certains sous-estiment la vitesse d'un léopard. D'autres s'approchent trop d'une hyène blessée. Chaque perte est ressentie par la tribu, mais sert aussi de rappel pour les chiens survivants. Ils voient leurs compagnons tomber. Ils apprennent de ces morts. Les léopards sont considérés par les Hadzabe comme les prédateurs les plus dangereux de la région. Cela peut surprendre ceux qui imaginent que les lions, plus grands et plus célèbres, représenteraient la plus grande menace. Mais les chasseurs de la tribu savent ce que les statistiques ne montrent pas. Les léopards sont silencieux. Les léopards sont patients. Les léopards attaquent d'en haut, tombant sur leurs victimes avant que toute réaction ne soit possible. Un léopard mâle adulte pèse en moyenne 60 kg. Cela semble peu comparé aux 200 kg d'un lion ou aux 400 kg d'un buffle. Mais ces 60 kg sont composés presque entièrement de muscles. La mâchoire d'un léopard peut exercer une pression d'environ 300 kg par centimètre carré, suffisante pour écraser le crâne d'un babouin adulte. Ses griffes, courbes et acérées comme des couteaux artisanaux, peuvent déchirer la chair d'un buffle. Et sa vitesse est simplement terrifiante. Un léopard peut accélérer de 0 à 60 km/h en moins de 3 secondes. C'est plus rapide que la plupart des voitures de sport. Comment un chien de 20 kg peut-il affronter un tel prédateur? La réponse réside dans la stratégie développée par les Hadzabe au fil d'innombrables générations. Les chiens n'affrontent jamais les léopards seuls. Ils travaillent en groupe de 3 à 5 animaux, coordonnant leurs mouvements d'une manière qui impressionnerait n'importe quel entraîneur militaire. Tandis qu'un chien attire l'attention du léopard par l'avant, d'autres se positionnent sur les côtés et à l'arrière. Le prédateur, habitué à être le chasseur, se retrouve soudainement encerclé et confus. L'objectif n'est pas de tuer le léopard. Des chiens, même en groupe, parviendraient difficilement à abattre un félin de cette capacité. L'objectif est d'immobiliser, de désorienter et de fatiguer. Les chiens aboient incessamment, selon un rythme qui augmente la pression psychologique sur le prédateur. Ils avancent et reculent par vagues, forçant le léopard à tourner constamment
pour suivre les multiples menaces. Chaque fois que le félin tente de s'enfuir, il trouve un autre chien bloquant son chemin. Cette danse mortelle peut durer 15, 20, voire 30 minutes. Le léopard, malgré sa force supérieure, commence à se fatiguer. Ses attaques deviennent plus lentes, moins précises. C'est à ce moment que les chasseurs humains entrent en scène. Armés d'arcs et de flèches empoisonnées avec de la sève d'adénium, une plante africaine dont le venin paralyse le système nerveux en environ 20 minutes, les Hadzabe profitent de la distraction causée par les chiens pour tirer à courte distance. Mesurez le niveau de confiance nécessaire pour que ce système fonctionne. Les chasseurs humains dépendent complètement des chiens pour maintenir le léopard occupé. Une seconde d'hésitation canine peut signifier une attaque fatale pour l'humain le plus proche. Les chiens, de leur côté, ont confiance que les humains apparaîtront au bon moment pour finaliser la chasse. Cette confiance mutuelle ne se construit pas en quelques semaines ou mois. Elle se construit tout au long d'une vie entière de cohabitation. Les lions représentent un défi différent. Ils sont plus grands, plus forts, mais aussi plus prévisibles. Les lions ne tendent pas d'embuscade du haut des arbres. Les lions chassent en terrain découvert, généralement en groupe. Et les lions, contrairement aux léopards solitaires, peuvent être intimidés lorsqu'ils perçoivent que la proie potentielle offre une résistance organisée. Un lion mâle adulte peut peser entre 180 et 230 kilos. Sa crinière, qui semble n'être que décorative, protège en réalité son cou des morsures lors des combats territoriaux. Ses griffes mesurent environ 8 cm et peuvent déchirer la chair d'un zèbre adulte. Son rugissement peut être entendu à plus de 8 km de distance. C'est un animal construit pour dominer. Lorsque les chiens Hadzabe rencontrent un lion, la stratégie change complètement. Au lieu d'encercler et d'immobiliser, l'objectif est de créer assez de bruit pour convaincre le félin qu'attaquer n'en vaut pas le risque. Les chiens forment une ligne et avancent en aboyant à l'unisson, créant un mur sonore qui résonne à travers la savane. Ce bruit attire d'autres membres de la tribu qui se joignent à eux en portant des lances de 2 mètres, des arcs avec des flèches empoisonnées et des torches allumées. Observez la psychologie derrière cette tactique. Les lions sont des prédateurs d'embuscade. Ils préfèrent des proies inattentives, isolées, vulnérables. Lorsqu'ils rencontrent un groupe organisé qui a clairement détecté leur présence et ne démontre aucune peur, l'équation risque-récompense change radicalement. Le lion peut gagner le combat, mais il en sortira probablement blessé. Des blessures signifient des difficultés pour chasser les jours suivants. Des difficultés pour chasser signifient la faim. La faim signifie la mort. Les Hadzabe ne chassent pas les lions fréquemment. Il n'y a pas de gloire à tuer un animal qui ne sert pas de nourriture et dont la peau a peu d'utilité pratique pour la tribu. Mais lorsqu'un lion devient une menace persistante, attaquant de manière répétée les zones de chasse ou démontrant un comportement prédateur envers les humains, la tribu organise une expédition de retrait. Dans ces cas, les chiens jouent un rôle crucial dans la localisation et la confrontation initiale. La communication entre les humains et les chiens lors de ces opérations est étonnamment sophistiquée. Les Hadzabe ont développé un système de sifflement et de claquement de langue qui transmet des ordres spécifiques. Un sifflement court et aigu signifie « s'arrêter immédiatement ». 2 sifflements à la suite signifient « avancer avec prudence ». Un claquement suivi d'un sifflement signifie reculer vers une position sûre. 3 sifflements rapides indiquent un danger extrême et un ordre de dispersion. Les chiens répondent à ces ordres instantanément, même dans des situations de stress extrême. Ce système de communication a mis des générations à se perfectionner. Les Hadzabe ont testé différents sons, différentes séquences, jusqu'à trouver des combinaisons que les chiens pouvaient distinguer clairement même avec le cœur battant à tout rompre par la confrontation. Le résultat est un langage fonctionnel entre espèces, développé sans aucune connaissance formelle, en linguistique ou en comportement animal. Mais peut-être que l'aspect le plus impressionnant de la communication Hadzabe canine n'implique pas de sons humains. Les chasseurs ont appris à interpréter les différents types d'aboiements de leurs chiens avec une précision remarquable. Un aboiement grave et espacé indique une grande proie à distance, probablement à plus de 200 mètres. Des aboiements aigus et rapides signifient un danger immédiat, généralement un prédateur à moins de 50 mètres. Une séquence spécifique de 3 aboiements suivis de silence signifie que la proie a été acculée et que les humains peuvent s'approcher en toute sécurité. Comment les Hadzabe apprennent-ils à leurs chiens à produire ces aboiements spécifiques?
La réponse est qu'ils ne l'apprennent pas. Les chiens développent ce système de communication naturellement au fil des générations, à travers la sélection des animaux qui communiquaient le mieux avec les humains. Ceux dont les aboiements étaient incompris avaient plus de succès lors des chasses. Plus de succès signifiait plus de nourriture. Plus de nourriture signifiait une plus grande probabilité de reproduction. Au fil de milliers d'années, ce processus a créé un langage canin adapté spécifiquement pour la communication avec les Hadzabe. L'entraînement pour affronter les prédateurs inclut également la construction d'une endurance physique extraordinaire. Les chiens de la tribu marchent en moyenne 30 à 40 km par jour lors des expéditions de chasse. Ils courent sur un terrain irrégulier, sous un soleil brûlant qui peut dépasser 45 degrés à midi, souvent avec peu d'eau disponible. Leurs corps se sont adaptés à ces conditions d'une manière qui surprendrait les vétérinaires occidentaux. Le métabolisme de ces animaux est significativement plus efficace que celui des chiens domestiques, leur permettant de maintenir une activité intense avec moins de ressources. Le régime alimentaire des chiens Hadzabe diffère également radicalement de l'alimentation canine moderne. Il n'y a pas de croquettes transformées, il n'y a pas d'horaire fixe pour les repas. Les chiens mangent les restes des chasses, des os riches en moelle, des viscères nutritifs, des morceaux de viande que les humains n'ont pas consommés. Ils passent 2 ou 3 jours sans manger lorsque la chasse n'est pas fructueuse. Ce régime irrégulier, qui semblerait inadéquat pour les standards d'élevage contemporains, reproduit en réalité les conditions alimentaires qui ont façonné l'évolution des canidés sauvages au fil de millions d'années. Les chiots qui survivent à l'entraînement complet et atteignent l'âge adulte en tant que chasseurs fonctionnels représentent moins de 40% de la portée originale. C'est un taux de survie qui horrifierait les éleveurs commerciaux. Mais les Hadzabe ne recherchent pas la quantité. Ils recherchent la qualité absolue. Un seul chien exceptionnel vaut plus pour la tribu que 10 chiens moyens. Et qu'en est-il des chiens qui échouent? Ceux qui font preuve d'une peur excessive, qui ne répondent pas aux ordres, qui refusent d'affronter de grandes proies. Les Hadzabe ne les rejettent pas. Ces animaux trouvent d'autres fonctions dans la communauté. Certains deviennent des gardiens de campement, alertant de l'approche d'étrangers ou de prédateurs pendant la nuit. D'autres accompagnent les femmes et les enfants lors des activités de collecte, offrant une protection contre les serpents venimeux comme le mamba noir et les animaux plus petits qui pourraient attaquer. Cette attribution de fonctions basée sur le tempérament démontre une compréhension sophistiquée de la psychologie canine. Les Hadzabe reconnaissent que tous les chiens ne sont pas faits pour combattre les léopards, tout comme tous les humains ne sont pas faits pour chasser. La force de la tribu n'est pas de forcer les individus à occuper des rôles inadéquats, mais de trouver la bonne position pour chaque membre, canin ou humain. Les cicatrices racontent des histoires. Un chien vétéran de chasse des Hadzabe porte généralement les marques de multiples rencontres avec des prédateurs, des griffures de léopard sur le museau, des marques de morsures de hyène sur les pattes arrière, des oreilles déchirées lors de confrontations avec des babouins. Ces cicatrices ne sont pas vues comme des défauts, ce sont des médailles d'honneur, des témoignages visibles de courage et de survie. Les chasseurs humains traitent les chiens vétérans avec un respect spécial. Ces animaux reçoivent les meilleures portions de viande après des chasses réussies. Ils sont autorisés à dormir plus près des feux lors des nuits froides. Ils reçoivent de l'eau en premier lorsque le groupe trouve une source. Et quand l'âge finit par réclamer son dû, quand les pattes ne courent plus aussi vite et que les réflexes ne répondent plus aussi promptement, les vieux chiens sont soignés par la communauté jusqu'à leurs derniers jours. L'espérance de vie d'un chien Hadzabe qui survit à l'entraînement initial est d'environ 8 à 10 ans. Cela semble peu, mais considérez les conditions. Ces animaux affrontent régulièrement des prédateurs. Ils marchent des dizaines de kilomètres quotidiennement. Ils mangent irrégulièrement. Ils ne reçoivent ni vaccin ni traitement vétérinaire. Chaque année vécue est une victoire contre des probabilités impressionnantes. Pendant la nuit, les chiens assument une fonction différente, mais tout aussi vitale. Tandis que la tribu dort autour de feux qui maintiennent les prédateurs à distance, les chiens restent alertes aux abords du campement. Leurs oreilles captent des sons que les humains ne peuvent percevoir. Leur nez détecte les odeurs d'animaux à des centaines de mètres de distance. Lorsqu'un prédateur s'approche trop, les chiens commencent à aboyer à l'unisson, réveillant les chasseurs qui saisissent immédiatement leurs armes. Cette vigilance nocturne a sauvé d'innombrables vies au cours de l'histoire des Hadzabe. Les récits oraux parlent de léopards qui ont tenté d'attaquer des enfants endormis
et ont été interceptés par des chiens alertes. Ils parlent de hyènes qui ont encerclé des campements pendant des tempêtes et ont été chassés par le bruit coordonné de la meute. Les chiens ne dorment pas profondément comme les animaux domestiques. Ils somnolent par roulement, avec toujours quelques membres de la meute complètement éveillés. La mort d'un chien de chasse expérimenté est sincèrement ressentie par la tribu. Il n'existe pas de rituel funéraire élaboré, mais il existe un deuil réel. Les chasseurs les plus proches de cet animal passent quelques jours dans un silence contemplatif. Des histoires sur les exploits du chien mort sont racontées les nuits suivantes autour du feu. Les Hadzabe reconnaissent qu'ils ont perdu non seulement un animal utile, mais un compagnon qui a risqué sa vie d'innombrables fois aux côtés des chasseurs humains. Que savent les Hadzabe sur les chiens que le monde moderne a oubliés? Ils savent que la loyauté ne s'achète pas avec des friandises, mais se construit à travers des expériences partagées. Ils savent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de fonctionner malgré elle. Ils savent que la relation entre les humains et les chiens n'a pas besoin d'être hiérarchique, avec l'un dominant l'autre, mais peut être un véritable partenariat entre espèces différentes unies par une nécessité mutuelle. Aujourd'hui, alors que le monde moderne débat des méthodes de dressage et du bien-être animal, les Hadzabe continuent de faire ce qu'ils ont toujours fait. Leurs chiens ne connaissent ni friandises industrialisées, ni jouets en caoutchouc. Ils connaissent l'odeur du danger. Ils connaissent le rugissement qui fait trembler la terre. Et pourtant, ils restent. Ce que cette tribu enseigne n'est pas dans les manuels d'entraînement. C'est dans la relation construite par la nécessité absolue, par la confiance qui naît quand deux espèces dépendent l'une de l'autre pour survivre un jour de plus. Les Hadzabe ne créent pas des chiens courageux. Ils révèlent le courage qui existe déjà en chaque animal, attendant d'être éveillé. Peut-être que le secret ne réside pas dans la méthode. Peut-être réside-t-il dans le but. Quand un chien sait pourquoi il doit se battre, il se bat.